Il y a des histoires qu'on croit connaître, des histoires qu'on a vues au cinéma, dans le noir, les mains crispées sur la coudoir. Des histoires dont on se dit, en sortant de la salle, que c'était bien fait, bien imaginé. Mais parfois ce n'est pas imaginé du tout. Le personnage de la nonne Valak, ce visage blême, ses yeux enfoncés dans leur orbite, cette silhouette qui glisse sans jamais toucher le sol. Depuis son apparition dans Conjuring 2, elle est devenue l'une des figures les plus marquantes de l'horreur moderne. Il y a cette scène, vous la connaissez sûrement, où son ombre traverse lentement la pièce avant de rejoindre sa propre image peinte sur le mur. Une scène qui reste, qui colle. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce personnage était purement fictif. Une invention de scénariste, un monstre de papier. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La nonne, elle a une origine, 2 origines même, 2 événements bien réels, tirés de la vie d'Ed et Lorraine Warren. Et une grande partie de cette histoire se déroule dans l'un des lieux les plus hantés de Grande-Bretagne. Un lieu qui porte un nom. Borley Rectory. Avant de parler du lieu, il faut parler du démon. Dans les anciens textes de démonologie, la Clavicula Salomonis, la clé de Salomon, Valak est répertorié comme un démon de haut rang. Un être associé à la localisation de trésors cachés, à la révélation des serpents. Ce n'est pas le démon le plus redouté de la hiérarchie infernale, sur le papier, du moins. Mais à cet instant, on ne s'intéresse pas aux textes anciens. À cet instant, on va dans un petit village du sud-est de l'Angleterre, Borley. Un nom qui, pour ceux qui connaissent, suffit à créer un léger malaise. Le presbytère de Borley a été construit en 1862 par la famille Bull. À l'origine, c'était simplement une maison destinée au pasteur local et à sa congrégation. Un lieu de foi, un foyer, rien de plus. Sauf que ce n'était pas un terrain vierge. Un premier presbytère avait existé avant celui-là. Il avait brûlé en 1841, rasé par un incendie. Il avait fallu plus de 20 ans pour en construire un nouveau. Et le lieu lui-même était habité depuis bien plus longtemps encore. Des moines y avaient vécu depuis 1360. 5 siècles de présence religieuse. 5 siècles d'histoire. Et pas seulement la belle sorte. Car c'est là, sur ce terrain, que commence la légende. À une époque, qu'on ne peut pas dater avec précision, on dit qu'un moine du monastère entama une liaison secrète avec une religieuse d'un couvent voisin. Une liaison interdite. Une trahison contre les vœux, contre leur foi, contre Dieu. Ils furent découverts. Et le châtiment fut sans appel, impitoyable. Le moine fut pendu sur place. Quant à la nonne, elle fut emmurée vivante. Enfermée dans les murs du presbytère, laissée là, dans l'obscurité totale, à perdre la raison, lentement, à mourir de faim, dans le silence. On ne sait pas exactement où, on ne sait pas combien de temps cela a duré, mais on sait qu'elle est restée. Presque immédiatement après l'achèvement du nouveau presbytère, les choses ont commencé. Des visiteurs rapportaient entendre des pas qui résonnaient dans les couloirs alors que les pièces étaient vides. Une présence, quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qu'on sentait, dans l'air, dans la nuque. Cette sensation qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer. Les paroissiens parlaient à voix basse, ils évoquaient des silhouettes, des formes entrevues du coin de l'œil, qui disparaissaient avant même qu'on ait le temps de se retourner vraiment. Mais c'est 1 an après l'inauguration du bâtiment que la légende a vraiment pris racine. Le presbytère servait parfois de terrain de jeu aux enfants du village. Un après-midi, le pasteur travaillait dans son bureau. Il entendait un groupe d'enfants courir et rire quelque part dans la maison. Il avait l'intention de les renvoyer dans la cour. Mais il voulait d'abord terminer ce qu'il faisait. Et puis, les voix se sont tues. Pas progressivement, brusquement.
Ce silence soudain qui fait lever la tête. Le pasteur tendit l'oreille. Les enfants avaient pénétré dans le salon de l'aile est, une pièce plongée dans l'obscurité. Et dès qu'ils y étaient entrés, quelque chose les avait saisis. Ce sentiment, cet air qui bouge, cette lourdeur qu'on ne comprend pas. Mais ils étaient des enfants. La curiosité, ou peut-être l'orgueil, fut plus forte que la peur. Ils avancèrent dans la pièce sombre, et ils virent quelque chose, au fond de la pièce, près d'une vieille armoire, une silhouette, à peine visible dans les ombres. Elle allait et venait, lentement, régulièrement, comme quelqu'un qui fait les 100 pas depuis très, très longtemps. Les enfants se figèrent. Ils regardaient cette silhouette se mouvoir dans le noir. Puis elle s'arrêta. Elle se retourna vers eux et elle commença à avancer dans leur direction. À mesure qu'elle approchait, son visage devint visible. Ce n'était pas une ombre, c'était une femme, âgée, les traits tirés, les yeux enfoncés, presque creux. Le visage d'une personne qui a souffert longtemps. Son corps était enveloppé dans les robes d'une religieuse, flottant sur sa silhouette décharnée, presque squelettique. Et puis, ils remarquèrent qu'elle n'avait pas de pieds. Elle glissait vers eux, sans toucher le sol. Les cris commencèrent. Le pasteur accourut. Il trouva les enfants agglutinés dans un coin, tremblants, incapables de parler normalement. Ils lui décrivirent ce qu'ils avaient vu. Il les rassura du mieux qu'il put. Les fantômes n'existent pas. Vous avez eu peur du noir. Rentrez chez vous, tout va bien. Et il les raccompagna. Mais quelque chose le tracassait. Il retourna dans le salon, il inspecta la pièce, rien. Juste le silence et l'obscurité. Il repartit, laissa la porte entr'ouverte derrière lui. Et au moment où il tourna les talons pour rejoindre son bureau, la porte claqua. Pendant 37 ans, le pasteur vécut dans ce presbytère sans incident notable. 37 ans. Et puis, quelques jours avant sa retraite, alors qu'il travaillait une dernière fois dans son bureau, il entendit des cris d'enfants, dehors, dans la cour, une douzaine de voix. Il se précipita à la fenêtre. Les enfants couraient dans tous les sens. Ils fuyaient le bâtiment. Il dévala les escaliers, sortit en courant, réussit à attraper les derniers qui tentaient de s'échapper. Et il entendit la même histoire, la même silhouette, la même nonne. Cette fois, dans les jardins du presbytère, qui disparut sous leurs yeux. Les années passèrent, les histoires se multipliaient. La réputation de Borley grandissait, s'étendait, se nourrissait d'elle-même. Et puis vinrent les Smiths. Le révérend Gaston Smith et son épouse Madeleine s'installèrent dans le presbytère après le départ du pasteur. Peu après leur arrivée, Madeleine faisait le ménage dans le salon de l'aile est. Elle ouvrit la vieille armoire au fond de la pièce, et elle recula. Au fond de l'armoire, caché dans l'obscurité, il y avait un crâne humain. Les autorités furent immédiatement prévenues. On ne parvint jamais à identifier à qui appartenait ce crâne. Mais ils ont pu établir qu'il avait environ 100 ans, et que c'était celui d'une jeune femme. C'est précisément à partir du moment où le crâne quitta la propriété que les phénomènes commencèrent. Des pas à la nuit, des lumières qui apparaissent aux fenêtres sans raison, et surtout, une vision qui les laissa sans voix. Une calèche tirée par des chevaux, traversant silencieusement la cour avant de disparaître. Les Smiths ne savaient pas vers qui se tourner. Alors ils contactèrent un journal, le Daily Mirror, ce qui amena un journaliste. Et le journaliste emmena avec lui un homme dont le nom allait devenir indissociable de l'histoire de Borley. Harry Price. Harry Price était l'un des enquêteurs paranormaux les plus célèbres du pays. Chercheur pour la Society for Psychical Research. Rigoureux, méthodique,
et controversé. Ce premier jour, il était simplement venu en renfort du journaliste. Une visite courte, exploratoire. Elle ne le resta pas longtemps. Le journaliste vit lui-même une silhouette sombre traverser la cour. Il tenta de la suivre. Il ne trouva rien. Puis, une vitre dégringola d'une fenêtre du premier étage. Elle le manqua de peu. Price et le journaliste montèrent précipitamment voir d'où était tombée la vitre. Et à peine arrivé dans le couloir du premier étage, un vase frôla la tête du journaliste, à quelques centimètres. Mais rien, personne, nulle part. Les Smiths tinrent 3 ans, puis ils partirent. Leurs successeurs s'appelaient Lionel et Marianne Foyster. Et c'est avec eux que les choses prirent une tournure autrement plus inquiétante. Marianne, femme discrète et réservée, semblait particulièrement attirée de ce qui résidait dans les murs du presbytère. Une main invisible tirait sur ses vêtements. Des chuchotements dans les couloirs. Des objets déplacés, renversés, projetés. Des fenêtres brisées de l'intérieur. Leur fille retrouvée enfermée dans une pièce qui n'avait pas de serrure. Et sur les murs, des inscriptions. Des mots tracés dans différentes écritures, comme si plusieurs mains avaient voulu s'exprimer. Des messages qui, systématiquement, semblaient s'adresser à Marianne. Certains ont avancé une explication. L'histoire se répétait. Comme autrefois le moine et la nonne, Marianne avait une liaison secrète avec un pensionnaire du presbytère. Et il a été suggéré qu'elle utilisait l'agitation paranormale comme couverture pour dissimuler ses sorties nocturnes. Elle finit par l'avouer. Après 5 ans, la famille quitta Borley dans la honte. Mais les aveux de Marianne ne convainquirent personne dans la communauté des enquêteurs. Les phénomènes observés par d'autres, bien avant elle, n'avaient rien à voir avec elle. Harry Price revint. Cette fois, il loua le presbytère pour 1 an entier. Nous sommes en 1937. Il recruta des dizaines de collaborateurs. Il installa des instruments de mesure. Il organisa des séances. Et les murs répondirent. À un moment, un message apparut sur un mur. Un seul mot. Puits. L'équipe creusa. Et dans le vieux puits qui se trouvait sur le terrain, ils trouvèrent des ossements humains. Le reste d'une femme. Une nonne peut-être. Oubliée depuis des siècles dans le fond de ce trou. Les médiums qui visitèrent le site au cours des investigations affirmèrent, chacun séparément, avoir vu la nonne. L'un d'eux prétendit même avoir établi le contact. Et lors de cette communication, la nonne aurait dit que le presbytère brûlerait encore. 1 an après le départ de Price et de son équipe, le nouveau résident renversa accidentellement une lampe à huile. Le presbytère de Borley brûla jusqu'aux fondations. Ce qui restait du bâtiment fut rasé en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a rien arrêté. Les ouvriers, chargés de la démolition, rapportèrent des phénomènes inexpliqués pendant les travaux. Et jusqu'à aujourd'hui, le site continue d'attirer des témoignages, des silhouettes, des présences, des sons qui n'ont pas de source. L'activité s'est propagée à l'église voisine. L'église de Borley est depuis devenue, à elle seule, un lieu de pèlerinage pour les enquêteurs du paranormal. Beaucoup y sont venus chercher des réponses. Beaucoup sont repartis avec autre chose, des témoignages. C'est dans ce contexte qu'Ed et Lorraine Warren débarquèrent à Borley. 2 des enquêteurs paranormaux les plus réputés au monde. 2 personnes qui en avaient vu, qui ne se laissaient pas impressionner facilement. Ils entrèrent dans l'église de Borley un soir du début des années 70. Le gendre des Warren a raconté plus tard ce qui s'était passé. Il a dit que dès que Lorraine avait franchi le seuil de l'église, elle avait été frappée, comme une vague. La présence de la nonne, immédiatement. Une impression si puissante, si viscérale, qu'elle marqua Lorraine pour le reste de sa vie. Parmi tout ce que les Warren avaient vécu au cours de leur carrière, ce moment-là restait l'un des plus intenses. Ed, lui, décrivait un froid qui ne venait pas de l'air,
un froid qui s'infiltrait dans les os. Il entendit des chuchotements. Pas dans sa tête, dans l'espace autour de lui. Des bribes de conversations anciennes, des rires d'enfants. Un fil tendu entre les vivants et les morts, entre le présent et quelque chose de beaucoup, beaucoup plus ancien. Les Warren revinrent plusieurs fois, et ils désignèrent Borley comme l'endroit le plus hanté de Grande-Bretagne. Mais la nonne ne s'arrêta pas là. Quelques années après cette visite, Lorraine Warren était chez elle. Elle lisait, et elle sentit quelque chose. Elle leva les yeux. Dans l'embrasure de la porte, quelque chose entrait dans la pièce. Une masse noire, dense, opaque. Pas une silhouette humaine, quelque chose d'autre. Elle dit que c'était comme un vortex, plus sombre que l'obscurité elle-même, comme si la lumière refusait d'y entrer. Lorraine lui ordonna de partir, de retourner d'où ça venait. Et ça, s'en alla. C'est de ces deux expériences, l'église de Borley et cette apparition chez elle, que serait né le personnage de la nonne dans Conjuring 2. Cette silhouette que des millions de personnages ont vue sur un écran, les mains crispées, le cœur serré. Cette silhouette qui, peut-être, existait vraiment. Qui existe encore, là-bas, dans ce petit village du sud-est de l'Angleterre, dans une église ancienne, dans un terrain vague où un presbytère se dressait autrefois, là où une nonne a été emmurée vivante, et qui, semble-t-il, n'a jamais vraiment quitté les lieux. Certaines histoires ne se terminent pas. Elles attendent. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.